Osni. 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 你好，我是 Chris。私は堀です。C'est quelques centaines. Deux salles, deux ambiances. Ouais, c'est à quelques centaines de kilomètres près, on était bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour, on va dire, la partie spoil de notre retour, nos impressions sur la série live Tencent du problème à trois corps par Liu Cixin qui a été diffusée sur la plateforme WeTV, qui est une sorte de Netflix, je dirais même plutôt de Tubi chinois, n'est-ce pas? Absolument. Et donc, et je regarde si j'ai bien appuyé sur record. Oui, j'ai bien appuyé sur record. Donc la première fois on avait fait une première partie qui était une partie sans spoil en fait, qui était pour présenter la série. On est arrivé jusqu'au 15e épisode et on a enfin vu les épisodes de 16 à 30. Donc la seconde moitié. Voilà, tout à fait, diffusé sur WeTV. Et voilà, on va pouvoir vous donner. Alors, spoiler alerte. Là, du coup, c'est vraiment la partie avec spoil, c'est-à-dire qu'on va spoiler comme des gorées. Hein. Oui. Gris. Donc, on va spoiler. Non, je n'ai pas honte. Donc, on va spoiler comme des gorées. Et donc, voilà, pour écouter cet épisode, il faut, si vous n'avez pas vu la série Tencent, il faut au moins avoir lu le premier volume de la trilogie de Liu Cixin, donc le premier volume qui s'appelle Le problème à trois corps, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Écoute, maintenant que tu as vu les 30 épisodes, qu'est-ce que tu penses quel est ton avis général sur la série? Ah, moi j'ai adoré, franchement. J'ai vraiment adoré. Surtout qu'il y avait des moments, en fait, quand on les lit, on se dit, mais comment est-ce qu'ils vont pouvoir adapter ça à l'écran? Oui, ça, c'est... oui. Carrément. De ouf. Donc, oui. Et là, franchement, pour moi, le pari est gagné. Alors, évidemment que... Enfin, moi, je suis que simple spectatrice, donc peut-être que je suis moins dure avec certaines productions, j'en sais rien, que d'autres personnes verront plus les défauts, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça correspond tout à fait à mes attentes. Ouais, donc, moi de mon côté, alors c'était la première fois, je crois que c'est la première fois que je voyais un drama chinois en entier, en fait. Non, je me souviens pas d'en avoir vu, non? Bah si, enfin il faut dire qu'il fut un temps où on en voyait passer, mais les trois quarts du temps il n'y avait aucun sous-titre, alors c'était un petit peu... Ouais, c'était un peu plus tendu, voilà. Donc voilà, donc c'est la première fois que je voyais un drama chinois, j'étais agréablement surpris, oui. Si on en a vu une fois, c'était sous-titré doublé en japonais, pardon. Tu te rappelles pas que des petits enfants, fantômes, oui. C'est pour enfants qui étaient passés sur les chaînes japonaises. Donc voilà. Donc première fois que je voyais un drama chinois, donc très très agréablement surpris, parce qu'en fait surpris. Enfin oui, si, parce que je m'attendais à rien concrètement. En fait, je m'attendais à rien. Je connaissais pas du tout les dramas. Je connaissais les dramas japonais, les dramas coréens. Je connaissais pas les dramas chinois et en fait voilà, je m'attendais à rien et j'étais agréablement surpris par la qualité de production. Comme je le disais, on a vu des BTS, non pas des groupes de K-pop, mais on a vu des behind the scene, en fait, des making-of, où en fait, il me semble que tu as entendu qu'on avait raison sur certaines choses, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui ont été réenregistrées au moment du confinement, et que c'est pour ça qu'il y a parfois une différence de son, c'était ça? Voilà, en tout cas, ça expliquerait pourquoi il y a des différences de production. Enfin, des fois, c'est pas tout à fait ça quand même. Ouais. Mais c'est vraiment des moments ponctuels. Globalement, oui. Ça va quand même. Mais... Oui, c'est des moments ponctuels. En fait, voilà, et surtout, et puis carrément un personnage, le personnage de Pan Han, donc un personnage éminemment charismatique de la série où l'acteur a dû être entièrement redoublé. Il me semble que tu m'avais dit ça. Oui, il y a deux acteurs. Alors moi je me suis basée sur une chaîne YouTube, j'ai vu une personne qui donnait son avis sur la série, et en gros elle donnait des précisions que je ne savais pas. C'est que deux personnages sont redoublés par-dessus. Alors je sais pas du tout comment ça marche là-bas. Est-ce que il y a des acteurs qui sont choisis parce qu'ils ont un beau minois, ou ils sont plus modèles que acteurs, je ne sais pas. J'étais plus sur une question de ou d'accent.
même pas, oui, parce qu'il y a des accents régionaux en plus dans la série. On nous a mis un peu le doigt dessus par des sinophones justement qui avaient pu le détecter. Mais voilà, non, je pense aussi qu'il y a des prises de son en extérieur, parce qu'il y a beaucoup de scènes en extérieur en fait dans cette série. C'est vrai que vu que c'est censé être à Pékin, alors je sais pas si ça a vraiment été tourné à Pékin même, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures, de gens dehors. C'est vrai qu'on imagine bien les bruits de la ville. Enfin voilà, on voit la ville. C'est vraiment l'équivalent, je dirais, de Tokyo années 80-90 dans ce qu'on regardait comme vidéo, comme film, quoi. Oui, surtout que les vues de la ville sont assez magnifiques. Et donc il y a des scènes qui sont tournées en milieu urbain et d'autres scènes qui sont tournées mais en haut de montagne, quoi, des choses comme ça. Donc j'imagine le vent qu'il doit y avoir. Donc j'imagine facilement qu'il y a beaucoup eu de post-synchro dans la mesure où la prise de son au moment doit être parasitée entre les bruits de la ville et le vent, etc., quoi. Je crois bien qu'il y a eu pas mal d'années entre le moment où ils ont fini le tournage et le moment où c'est enfin sorti. Oui, parce que pas à cause du Covid, d'ailleurs. Donc voilà, donc ça c'était pour le côté technique. Maintenant niveau narration, mais je suis sur le cul parce que en fait, ayant lu le bouquin, en voyant les scènes, c'est un truc génial, c'est que il y a des scènes à la limite elles étaient filmées comme je les avais imaginées en fait. Donc voilà, bon c'est vrai que bon c'est très descriptif pour Liu Cixin dans sa narration et franchement il y a des scènes je les imaginais réellement comme ça. Le personnage de Pan Han, mais quand j'ai vu l'acteur, mais j'ai tout de suite reconnu que c'était lui en fait, parce que alors dis-moi franchement. Tous les personnages, au moment où tu les as vus, on a su directement qui était qui. Enfin, moi, j'ai pas eu tellement de doutes concernant tout ça, quoi. Peut-être Wang Miao, parce que c'est vrai que mais c'est dû à son personnage, parce que le personnage de Wang Miao est un scientifique, et donc du coup, il a pas vraiment de... Enfin, c'est quelqu'un assez discret, réservé, contrairement à d'autres personnages. Je trouve qu'il se ressemble beaucoup, mais bon... Non, voilà. Donc avec les petites lunettes de prof. Non mais c'est vrai. Complètement. Donc voilà, donc c'est les personnages parfaits, on est sur du spoil, et donc il y a des choses qui ont été rendues qui ont été rendues, et j'ai la façon dont ça a été rendu, c'est vraiment comme dans le bouquin, Wang Miao qui se retrouve avec les projections au niveau de ses yeux, qui se retrouve les comptes à rebours sur les photos, tout ça. Voilà. Il y a juste le clignotement de l'univers en fait, à un moment dans le bouquin, donc il y a décrit un clignotement de l'univers. Et la façon dont ça a été, je l'imaginais pas comme ça, mais en fait c'est pas tout simplement parce que je l'imaginais pas du tout. Bah, c'est vrai qu'on peut pas trop imaginer à quoi ça peut ressembler noir sur blanc, enfin... Voilà. C'est vrai. Donc voilà, c'est... Alors après, il y a une scène, Magistral, tu veux en parler d'abord, toi ? Tu parles de laquelle? L'avant-dernier épisode, mais on peut en parler un peu plus, hein. Ouais, d'accord. Ouais. Donc voilà, c'est-à-dire que tout est... En fait, il y a une partie qui se passe... si on y va chronologiquement, il y a une partie qui se passe dans la Chine post-révolution révolution culturelle, et en fait dans des bunkers, structures militaires avec des hélicoptères de l'armée de l'armée chinoise, etc. J'ai l'impression, parce qu'il y a des trucs qui faisaient très vrai, quoi. Les hélicoptères de l'armée, ils faisaient vraiment très vrai, quoi. Alors, je peux pas te dire pour les hélicos, mais en tout cas, ce qui est très vrai, c'est quand tu vois le truc à particules, là, Ah oui, le collisionneur, quoi. Oui, déjà, c'est vrai, ils ont miraculeusement pu tourner là. Parce qu'en fait, alors à chaque fois qu'ils voulaient demander l'autorisation de tourner, évidemment, c'était non, parce que c'était quand même des endroits un petit peu sensibles, niveau scientifique, etc., au niveau de la recherche. Mais à partir du moment où ils ont dit, ah bah oui, mais en fait, on est de la production de tel film, et en fait, les gens, ils disent, ah bah venez. Parce qu'en fait, visiblement, le bouquin, il a énormément de fans en Chine. Et donc dès qu'on est un peu geek, un peu comme ça, les gens ils sont tout de suite super emballés. Des geeks chez les scientifiques, quelle surprise. J'imagine, j'ai l'impression, en tout cas c'est l'image que ça donnait. Donc oui, en fait c'était un peu, on montrait de patte blanche, en fait il y a des endroits où on pouvait pas accéder, et où ils pouvaient pas accéder, et donc le fait de dire qu'ils tournaient une adaptation live du Problème à trois corps, du coup ça leur a ouvert certaines portes. Voilà, qui se permet au premier abord, parce qu'en fait, quand ils ont tourné sous un faux nom de production. J'imagine que c'est pour éviter les fans et les embêtements quand tu veux tourner. Bon, faut pas qu'il y ait trop de monde autour de toi qui t'empêche de faire ton boulot.
peut-être que c'est à cause de ça, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y avait un nom de développement, si on peut dire, voilà, c'est un faux nom. Et par contre, c'est à partir du moment où ils ont donné le vrai nom de ce qu'ils faisaient, tout de suite, ça leur a ouvert des opportunités. Pas mal de portes, oui. Ouais. Ça me fait penser que, en fait, une version live du Problème à trois corps, c'est un peu une sorte de production hell, sachant que le premier film live et qui n'est jamais sorti du Problème à trois corps était. Il paraît qu'il va sortir, il paraît. Enfin, il y a eu des nouvelles il n'y a pas longtemps en disant mais si on va le sortir, on vous promet. En fait, en 2017 a été fini de tourner un film live du Problème à trois corps et qui est donc du coup en post-production depuis 2017. Just a matter of time. Should we say goodbye? Or should we keep it all? It's a beautiful lie. You can make it true if you want to. With the cost of all. D'après ce que j'ai cru comprendre, mais je crois que j'en avais déjà parlé précédemment, c'est que à l'époque, l'IP Santi n'était pas encore aussi populaire que maintenant, et donc peut-être qu'il coûtait un peu moins, donc les mecs ils en ont profité de vite acheter les droits pour faire un film, mais ils ont fait un truc vraiment cheapos parce qu'ils n'avaient pas de thunes, quoi. Voilà. Et du coup ils ont honte. Ils ont honte ou ils ont peur du retour de bâton des fans, parce que je pense que pour cette série, je pense que les fans seraient particulièrement, pas difficiles, mais exigeants. Bah, c'est clair, parce que le bouquin déjà est exigeant. Hein, comme je l'ai dit dans le dernier épisode où on parlait de ça, le bouquin, faut rentrer dedans. La série, c'est pareil. On va dire que la première moitié de la série va très lentement, va très doucement, s'installe. Deuxième partie, ça part dans tous les sens. En fait, ce qui se passe aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé certains personnages qui ne le sont
peu ou pas du tout dans le bouquin. Alors, il y a des personnages qui sont à peine nommés, ils font 3 trucs, mais alors que là, vraiment, ils sont personnages à part entière, les acteurs, on les voit régulièrement, etc. Et c'est vrai que, alors, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, parce que c'est vrai que c'est pas, enfin, le bouquin, c'est pas une histoire, ce sont les personnages qui sont un prétexte à l'histoire. En fait, c'est des pions, tandis que là, ils ont quand même plus de profondeur, et on peut dire vraiment bravo aux acteurs, parce que les acteurs, quand même, ils ont réussi à donner des personnages en 3 dimensions, en tout cas davantage pour certains que dans le bouquin. Ah, voilà, d'ailleurs, et puis... Parce que même Wang Miao, excuse-moi, mais il est un peu... il sert pas à grand chose, quoi. Enfin, il est un peu pas neuneux, mais. Non, en fait, c'est celui qui a un peu les clés, parce que dans la mesure où Wang Miao, c'est un scientifique, c'est de l'équipe, en fait, il y a 2-3 scientifiques, c'est celui qui est le plus impliqué. Et voilà. Donc c'est. Mais dans le bouquin, c'est pas un personnage. On sait vite fait qu'il est marié, qu'il est un gamin, et basta. Voilà. Alors que là, on voit sa vie de famille, on le voit un peu plus. Voilà. On a plus d'affect pour lui qu'on en a dans le bouquin. C'est vrai. Et voilà. Moi, particulièrement, donc il y a un personnage qui s'appelle Ye Wenjie. Je sais pas si je le prononce bien. On s'en fout. D'accord, oui, Ye Wenjie, qui est un personnage qu'on va avoir tout du long de sa vie, parce qu'elle va être le personnage central, ça va être le personnage par lequel va arriver justement le problème du problème à 3 corps. On la voit à 2 âges différents, donc 2 actrices différentes qui jouent le même rôle. Et franchement, moi je dis, celle qui joue la Ye Wenjie des années 60, 70-80, c'est... franchement, elle m'impressionne, mais vraiment beaucoup. J'aimerais vraiment savoir ce qu'elle a fait d'autre, parce que elle est remarquable. C'est l'actrice Olivia Wang, donc qui interprète Ye Wenjie jeune, et c'est vrai qu'elle, c'est génial la façon dont elle interprète. Elle porte, les passages où elle est présente à l'écran, elle crève l'écran, quoi, franchement. C'est clair. Bon, le personnage d'Ashi qui est badass jusqu'au bout de la série. Moi, je l'adore, c'est mon préféré, je crois. Ouais. Il me rappelle quelqu'un. Donc voilà. Donc c'est bon. Pour revenir un peu, parce que vu qu'on est sur une partie spoiler, on va pouvoir revenir un petit peu sur l'histoire même. Sur l'histoire même du problème à 3 corps. Donc on spoil de ouf. C'est parti. Voilà. Donc en fait, je vais résumer à l'extrême. En fait, c'est juste après la révolution culturelle, une jeune femme dont le père a été exécuté justement par la révolution, au moment de la révolution culturelle pour ses positions scientifiques, trahi par sa mère, trahi par sa femme, trahi par sa femme et donc la mère de Ye Wenjie. Elle se retrouve, elle sympathise avec un idéaliste qui, au moment où il se fait prendre, va la faire accuser à sa place d'un courrier pamphlet qui était des remarques qui pouvaient paraître contre-révolutionnaires en fait. En fait, tout pouvait paraître contre-révolutionnaire. Oui, c'est ce qu'ils disent à un moment dans le bouquin. Oui, parce que le bouquin, parce que c'est quelque chose qui est autorisé maintenant, qui passe maintenant, même en Chine, aujourd'hui, on peut critiquer certaines choses qui sont faites pendant la révolution culturelle. Voilà. Et donc, cette jeune femme... Donc passe un temps en prison et elle a le choix en fait pour sortir de prison. Non. Moi je vois c'est plutôt un camp de travail qu'une prison. Mais enfin bon, c'est vrai que pour elle c'est kiff mais. Bon, c'était pas le fun quoi. Oui, ça. Mais merci. Justement, je trouve que c'est bien montré aussi parce que tu la vois vraiment mourir de froid quand elle est dans sa montagne. Enfin, je sais pas, mais on voit bien vraiment on la voit souffrir quoi, vraiment. On souffre avec elle. Et donc elle se retrouve à avoir le choix, soit rester au camp de travail, soit de travailler dans une sorte d'observatoire complètement isolé qui s'appelle le Red Coast, Pic Rouge, Côte Rouge, c'est ça, Côte Rouge. Et en fait, c'est un observatoire dont ça ressemble un peu à Contact. En fait, l'objectif est de contacter une race extraterrestre. Et en fait, elle y arrive. Et oui. Au départ, on lui dit pas la vérité. Hein. Il se passe un certain temps avant qu'elle apprenne la réalité de son travail. En fait, je pensais résumer, en fait. Parce que sinon, il faut pas faire un podcast de 3 heures. Non ?
Moi, je veux bien qu'on détaille tout. Hein. Genre, t'es pas capable. Bah oui, tout à fait, mais quand même. Donc, bah ouais, allez. Non, mais voilà, elle rentre, elle rentre enfin en contact elle-même avec une race extraterrestre qui lui fait, vous avez de la chance de tomber sur moi. Moi, je suis un pacifiste, mais surtout répondez pas parce que si jamais vous répondez, on va localiser votre position et puis mon monde va venir envahir le vôtre. Et Lana s'est tellement fait trahir par tout le monde, s'est vraiment fait malmener par tout le monde qu'elle fait, écoutez, les humains de toute façon ils sont pas capables de gérer cette planète, venez nous envahir. Et elle envoie le message. C'est complètement, voilà, c'est un côté nihiliste quand même. Ah ouais, mais complètement le personnage, on lui a tellement foutu plein la gueule en fait depuis sa jeunesse qu'elle est complètement nihiliste et donc elle dit servez-vous, venez, voilà. Et en fait ce qu'elle a fait devient un mouvement, un mouvement politique déjà. Et puis surtout une sorte de secte, c'est-à-dire que secte elle un rencontre peu religieuse même sur les bords puisque pour certaines en fait il y a trois grandes factions donc elle pour l'une d'entre elles c'est presque ils les appellent presque des dieux parce que les dieux les rédemptionnistes, pour eux c'est des dieux. Donc en fait il y a d'un côté donc elle rencontre un type qui s'appelle un millionnaire qui s'appelle Mike Evans qui lui est j'aurais dit milliardaire oui milliardaire tout ce que tu veux ça dépend de la monnaie donc qui s'appelle en dollars selon les trébuchants oui. qui s'appelle Mike Evans et qui lui est un antispéciste forcené qui lui veut qu'on bute les humains pour laisser la terre aux animaux. Et donc, eux, ce sont les adventistes. C'est peut-être un petit peu raccourci quand même. Oui, mais on résume toujours. Il y a l'auteur qui appelle ça du communisme écologique, quoi. C'est ça qu'il dit. C'est quoi ? C'est ça l'appellation de l'auteur. C'est pas communisme animaliste ? Du communisme spéciste. Antispéciste, je sais, communisme antispéciste, un truc dans le genre. Communisme, je ne sais plus quoi. Oui, ouais, bon, bref. Enfin, c'est des éco-terroristes, quoi. Et donc, eux, leur. Et au départ, ça part d'une bonne intention, parce que finalement, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent juste sauver des espèces animales qui sont en voie de disparition. Voilà. En soi, il n'y a pas de mal en soi quand il réfléchit. Oui, sauf que là, le but, c'est de buter les humains pour que les animaux s'amusent. Donc, c'est les adventistes. Les rédemptionnistes, en fait, partent du principe que donc, c'est les extraterrestres qui s'appellent les trisolariens, puisque, justement, il y a trois soleils autour de leur planète. Donc, les trisolariens, soit ils les considèrent comme des dieux, et donc ils viendront pour régner sur Terre. Et enfin, il y a les survivalistes, qui, eux, en fait, veulent collaborer avec les trisolariens pour avoir ensuite des avantages de leur côté. C'est bien résumé. Ça. Donc voilà, donc c'est et en fait pour arriver à leur but, les trisolariens envoient des espèces de drones à la vitesse de la lumière. Je laisse voilà, c'est des protons qui en fait sont des méga ordinateurs mais à taille microscopique et qui voyagent à la vitesse de la lumière, donc ils peuvent être à peu près partout en même temps et qui leur permet justement de faire en sorte que voilà, la science n'évolue plus dans la mesure où ça fausse tous les résultats de toutes les recherches scientifiques majeures.
la phrase de la nana qui se suicide au début de l'histoire, c'est la chance, physique. Enfin, oui. la physique n'existe Ça pas. n'existe pas, ouais. Donc c'est Ouais. à la fin, on a l'explication du pourquoi, du comment, pourquoi Ouais, est-ce ça. qu'elle a dit ça. Voilà, donc on a donc voilà, et donc ils sont considérés donc donc normalement ils vont mettre à peu près 400 ans, à peu près 450 ans pour arriver sur Terre. Et justement, il y a une ambiguïté aussi sur la durée, parce que il y a des gens qui disent des choses mais qui se contredisent ou qui sont pas En fait, cohérentes. le truc qu'ils font par rapport à ce qu'ils ont, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, enfin, voilà, sachant qu'ils peuvent atteindre 1/10 de la vitesse de la lumière sur une courte durée, ce qui fait qu'ils n'ont pas un voyage constant. Oui, mais pendant leur voyage, leur recherche scientifique continue, Voilà, elle. c'est ça. Et c'est pour ça, donc c'est-à-dire que leur arrivée n'est pas, la date de leur arrivée n'est pas certaine non plus, et donc il faut se préparer. Et donc les gouvernements du monde qui se sont aperçus du problème, donc s'associent parce que pour eux, donc ce sont des terroristes qui préparent leur arrivée. Et donc voilà, il y a des actions qui sont mises en place, dont une magnifique action. Alors, on voit le SWAT chinois qui débarque lors d'une réunion de l'ETO, qui est donc le Earth Trisolarian Organization. Voilà. Moi, j'aimerais bien avoir le petit logo en... Earth Trisolarian Organization. Oui. Donc, voilà, donc vous avez vu ce pète de partout. Oui, en fait, c'est action. C'est un gros actionneur à ce moment. Franchement, c'est beau comme scène quand même. Moi, j'ai bien aimé, vraiment. Et voilà. Avant qu'on attaque justement la dernière partie de la série avec le gros climax, t'avais d'autres choses à rajouter en arrivant jusque-là? Écoute, avant le gros climax, parce que c'est vrai que c'est lent, je suis d'accord, mais Surtout les 15 premiers, après ça va mieux. ça dépend comment du point de vue, t'as des moments plus ou moins longuets quand même, mais à la fin, on s'aperçoit qu'aucun moment n'était vain. C'est surtout ça en fait. C'est que il y a des moments en fait qu'on voit à la fin et on se dit ah mais c'est pour ça que à tel épisode ils ont dit telle chose ou il s'est passé tel truc et en fait il faudrait presque le revoir après derrière en sachant ce qui se produit ensuite et ce que je pense. Alors c'est vrai que pour des critères occidentaux américains, on est habitué aussi à américaines qui pètent de partout. C'est vrai que c'est lent, mais pourtant c'est pas du lent chiant quoi. C'est du lent intéressant. Oui. Ah oui, non, mais de toute façon, ça pose l'histoire. C'est pas du contemplatif pour faire du contemplatif. C'est juste Voilà, parce que c'est pas gratuit. voilà, c'est pour poser réellement les choses et voilà. Puis, sachant que le début, ça démarre limite comme une enquête policière. Hein. Oui, tout à fait. Ça commence Ouais. comme une enquête Donc policière. c'est limite du polar au début. Et voilà. Je dirais même du noir. Enfin. Ouais, du film noir, Du oui. film noir parce que il y a la femme qui est morte. Bon, alors on sait pas trop ce qu'il ressentait pour elle, mais je pense qu'il avait quand même un petit affect pour elle malgré tout. Wang Miao, parce qu'il la connaissait il y a des années. Oui, bah oui. Enfin voilà quoi, et c'est à cause de Samora elle que Wang Miao s'investit dans cette histoire-là. Sinon, jamais de la vie il aurait été intégré dans l'enquête. Et aussi parce qu'il est pris pour cible, puisque lui aussi, il est malmené, on va dire, hein, par le Théo. Il est malmené par le Théo pour arrêter ses recherches. Puis il travaille lui sur les nanomatériaux. Il travaille en fait sur des Les nanomatériaux. poignards volants. Oui, enfin bon, des nanomatériaux qui serviront en fait à faire les câbles pour un futur ascenseur spatial. Voilà, c'est bien résumé. Mais en fait, au départ, il s'imagine pas ça. C'est qu'à la fin, au final, il s'aperçoit qu'en fait, c'était pour ça qu'on l'empêchait de faire ses recherches. Voilà, que le Théo veut l'empêcher de continuer ses recherches scientifiques. Est-ce qu'on attaque le climax de la série? Ah, moi, j'ai hâte. Alors, il y a un gros climax vers la fin du livre. Et on s'était dit, enfin, quand on le lit, on se dit, bah allez, comment ils vont pouvoir nous faire ça? Enfin, comment ils vont réussir à nous pondre un truc? Ouais. C'est ça. Parce qu'en fait, il y a des messages qui viennent des Trisolariens qui sont donc importants pour la lutte justement contre eux, qui sont conservés dans les disques durs, dans un serveur qui est sur un pétrolier converti. Un ancien pétrolier, oui. Voilà. Converti en base des adventistes de l'ETO. Les adventistes, donc ceux qui veulent buter tout le monde pour être potes avec les oiseaux. Et c'est un peu ça, non? Ça me rappelle... Oui, moi aussi.
Voilà. Et Pour voir s'il gagne un niveau, je sais pas. ouais, c'est ça, on va vivre dans les arbres et on va te poser avec les oiseaux. Donc, en fait, la problématique, c'est il faut réussir du coup à buter. Ah, ils font pas de. À partir du moment où les gens font partie de l'ETO, ils partent du principe qu'ils ont trahi l'humanité et donc ils n'ont plus le droit Un procès. à un procès ou quoi que ce soit. Ils sont butés à vue, quoi. Donc c'est le côté un peu chinois du truc. Voilà, c'est pas beaucoup de compassion. Donc pour les méchants dans la série. Mais j'aimerais quand même faire une petite remarque, c'est que oui. il y a dans ce truc, moi ce que j'aime bien aimer quand même, Oui. c'est que ok, bon il y a les gentils, il y a les méchants, mais les méchants sont pas nés méchants, ils le sont devenus et au départ quand tu les vois, finalement t'as quand même de la sympathie pour eux parce qu'ils ont quand même traversé des choses dans leur vie qui les rend pas pire que quelqu'un d'autre. Ah, Mais bah. c'est leurs actions et leurs choix de vie. Ye- Et c'est leurs choix finalement qui les rendent dans le mauvais côté. Tout à fait. Ye Wenjie, elle a été malmenée, c'est pour ça qu'elle en avait après l'humanité. Mike Evans, lui, même chose, il a assisté à une marée noire d'un des tankers de son père, flingant plein d'oiseaux, et voilà, lui aussi a eu énormément de rancœur pour l'humanité. En fait, c'est pour ça que ces gens sont venus comme ça. Et donc, oui, en fait, quand je voulais dire que il y avait pas, c'est-à-dire que ça, à ce niveau-là, vu comment ils butent du méchant, ça ressemble plus à ce qu'on connaissait dans les actionneurs américains des années 80 et qu'on voit beaucoup moins maintenant, quoi. En fait, pour le peu d'actionneurs américains que je vois, bon, c'est assez expéditif. Autrefois, c'était facile, les méchants, c'était les Russes. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas beaucoup changé. Donc, voilà. Et donc la problématique étant de tuer tout le monde sur le tanker avant qu'il puisse détruire les données. Là, le but, en fait, ce qu'il trouve comme solution, c'est comme le bateau va passer par le canal de Panama et comme Wang Miao travaille sur les nanomatériaux, en fait, il a des fils. Ils avaient déjà produit des fils en nanomatériaux, des fils extrêmement résistants. Extrêmement fin. Et extrêmement fin. Et en fait, le truc, c'est de lever deux poteaux au moment où le bateau va passer et qui va. Alors c'est l'opération. Le bateau comme dans du beurre. Voilà, c'est l'opération Sitar où en fait tout le monde va être découpé à l'intérieur du bateau et même si le serveur est découpé, je veux dire, ça va être des coupes nettes qui vont être vite. Le nom de la Sitar chinoise. Ça, ouais. Donc voilà, et donc ça, c'est un truc, mais putain, bon, on s'est dit, mais comment ils vont faire ça? Eh ben, ils l'ont fait. Alors. Bon, on voit que c'est de la 3D, mais franchement, ça, le résultat à l'image, ça rend vraiment bien. Le résultat à l'image rend extrêmement bien le découpage du gâteau façon foie gras à Noël, oui, voilà. Voilà. Mais, est vraiment pas mal. Même un truc qui m'a quand même surpris, c'est que tu vois, alors on les voit pas directement à l'écran, mais on les voit en ombre, en contre-plongée de loin. Un petit peu à la Metal Gear finalement, je trouve. Alors oui, on nous a fait pour. On voit des gens qui se font découper, mais de loin, ou alors on voit l'ombre projetée qui est en morceaux, à la façon qu'elle ne survivant. Mais voilà quoi. Et voilà, deux choses après, c'est qu'on a regardé quelques épisodes avec une personne qui connaissait pas mal Metal Gear, qui nous a dit que ça lui faisait vraiment penser à Metal Gear entre le côté guerre froide et certains trucs, infiltration, soit etc. Donc déjà, et tu me faisais remarquer que tu avais lu des commentaires comme quoi pour une série chinoise il y avait quand même pas mal de sang, quoi, ce qu'on voyait pas d'habitude dans les séries chinoises, après ce que j'ai compris. En général, c'est plutôt censuré. On montre pas des choses trop de violence, trop de choses dégueu, quoi. Enfin voilà, pas de gore, quoi. Pas de gore, tout à fait. Voilà, et donc c'est vraiment bien foutu. Ça, voilà, c'est pour une série télé. Le résultat donne pas mal. Alors, dans cet épisode-là, aussi un truc génial, c'est qu'ils se sont fait plaisir. Ils ont fait leur épisode américain. Et c'est-à-dire qu'ils ont sorti toute l'artillerie. On voit plein de mecs badass qui arrivent. Il y a des hélicoptères, des grosses bagnoles avec des grosses mitrailleuses partout. Des grosses pétoires. Et en fait, voilà, c'est vraiment l'épisode américain. En fait, mais c'est ça qui est drôle, c'est que c'est l'épisode américain tel qu'il est vu par les Chinois. C'est-à-dire que c'est limite une parodie d'un épisode de série américaine, en fait.
je suis pas très actionneur et film Non, mais d'action, voilà. même si j'en ai vu, mais tu sens qu'ils se sont fait plaisir quand même en sortant toute la grosse artillerie. c'est vrai qu'il y a des moments où ça fait un peu too much, mais Et cerise sur le cheesecake, à un moment, et là j'ai trouvé que c'était trop, mais en même temps ça correspondait tellement au fait qu'ils voulaient faire un épisode américain. Ils ont rajouté un truc qui n'était pas dans le bouquin, c'est le capitaine Stanton, c'est comme ça qu'il s'appelle, Stanton, oui, je crois, ouais. je crois, ouais. Le Major Stanton, en fait, il dit que justement sur le bateau, ils ont recruté un mercenaire et qu'en fait il l'a déjà affronté, que ce mercenaire avait tué son fils. Enfin, le machin, le truc, ça s'empile. Le truc, c'est que ça s'empile, ça a aucun putain de sens. Non, mais je pense que voilà. Alors moi, a posteriori, j'ai réfléchi à une chose, Oui. et je pense en fait que c'est à mettre dans le même panier que Evans ou Yewenje. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui étaient des braves gens autrefois, puisque c'était son compagnon d'armes quand même, mais qui, pareil, pour des raisons qui leur sont propres, sont passés du côté obscur de la force. Ouais, mais là, je trouvais que ça faisait un peu trop. Déjà que c'était l'épisode américain avec des grosses pétoires partout, avec un gros morceau de métal derrière, Oui. du Van Halen. Ah oui, non mais là, c'était formidable. Non mais franchement... Le choix des musiques était quand même excellent. En fait, il y a un déferlement de grosses pétoires sur du Van Halen et le mec il raconte son histoire et le mercenaire en question le voit, et le mercenaire c'est Jean-Michel Méchant, c'est-à-dire que le mec il a buté un mec, on sait pas pourquoi. Il a tué machin, et il a tué un mec de son propre camp, il nous faire tuer. Enfin, je suis méchant, fils de Satan. En fait, c'est le t-shirt marqué je suis méchant. I'm bad. Ça aurait pas été pire. Non, mais voilà, c'est. Good is bad. Non, bad is good. Bad is good, ouais, c'est ça, bad is good. Donc voilà, et c'est voilà. Mais en fait, c'était l'épisode too much, mais en même temps, c'était génial. On rigole, mais il y a quand même un moment que moi j'ai beaucoup aimé également. Ouais. C'est Wang Miao, parce que lui, il est pas du tout, il est que scientifique, il est rien d'autre. Et il observe avec ses jumelles de loin, au loin, il observe le bateau qui avance. Pour voir où en viennent les événements, ouais. Et on voit les gouttes de sueur qui tombent sur la joue, etc. Parce que ce qui se passe, qu'on a oublié de préciser quand même, c'est que sur le bateau, non, d'accord, il y a les méchants, entre guillemets, mais il y a aussi de simples gens qui sont employés par eux, et qui sont des dommages collatéraux. Ne serait-ce que le pilote panaméen qui est là pour faciliter le passage du canal. Et donc, lui, ça sera le pauvre gars, c'est un dommage collatéral, le gars qui n'était pour rien. Le sacrifié. Ouais, tout à fait. Et mais bon, comme il le dit, de toute façon, c'est... Ça en dit long quand même sur la pensée chinoise, où en fait, ils ont sacrifié quelques-uns pour sauver beaucoup, Voilà, mais c'était... De toute façon, il y a l'humanité entière qui est en jeu. Et donc voilà, c'est le choix de faire des dommages collatéraux.
Hey, we're running a little bit hot tonight. I can barely see the road from the heat coming on. Reach down between my legs, ease the seat back. She's running, I'm buying, right behind it, real deal me now. Got the feeling, power steering, busy robbing me, no stopping now. Panama, Panama, Voilà. Donc c'est voilà, c'est un grand d'autres choses qui se rajoutent aussi. Bon, ça c'est un peu le gros climax de la série parce que c'est un truc de dingue. Donc avec le seul et unique message entre les Trisolariens et donc ceux qui leur font face, qui est vous êtes de la vermine. Alors oui, tu me l'as fait remarquer, la fin de la série est inversée par rapport au bouquin. C'est-à-dire parce que oui. Alors, si je puis me permettre, Oui. c'est que en gros, il y a 2 scènes pour clore l'histoire. Ouais. Mhm. Et quand on voit la version de la série télé, elle est plus optimiste que celle du bouquin. Tout à fait, puisque en fait, le bouquin finit sur 2 scènes. La première scène, c'est on voit Wang Miao et le mari de la scientifique qui s'est buté au début de l'histoire, qui se bourrent la gueule ensemble, en disant de toute façon on est foutus les Trisolariens. Foutu pour foutu, on fait la teuf quoi. Voilà, c'est ça. De toute façon, la science est bloquée. Les Trisolariens vont buter notre descendance dans 400 et quelques années s'ils viennent pas plus tôt. Et Dashi, le flic, arrive et les emmène dans son village d'enfance et il leur montre des criquets. Il disait bah voilà, les Trisolariens nous traitent de vermine, nous traitent d'insectes. Bah nous ça fait en gros dans son village ça fait des années et des années des centaines d'années, même pas que dans son village, mais même l'humanité, oui, ça voilà, fait des milliers d'années qu'on lutte contre les nuisibles, les insectes qui nous empêchent de manger correctement, Voilà. Qui créent des familles, etc. Contre les insectes qui bouffent les récoltes et ils ont jamais réussi à s'en débarrasser. Il a dit voilà, si on est de la vermine, si on est des insectes, de toute façon les Trisolariens arriveront jamais à se débarrasser de nous. Et donc voilà, et juste après le film se finit sur Ye Wenjie qui revient sur le côte rouge et qui dit C'est l'inverse là en fait que tu es en train de raconter ce que non ça dans le se- bouquin Oui, dans le bouquin, t'as dit Bah dans oui. le film, tu viens de dire non dans le film. bouquin. Tu es dans le film. Oui, bah, c'est dans le bouquin. Donc dans le bouquin, il y a la scène des criquets, et juste après, il y a Yeonjae qui revient à la côte rouge, et qui, voilà, le bouquin se finit sur Yeonjae qui dit c'est le crépuscule de l'humanité. Et ben dans la série, ils ont inversé, c'est-à-dire qu'il y a d'abord Yeonjae qui dit c'est le crépuscule de l'humanité, mais la série finit sur la note, on va dire, d'espoir, où on dit que si nous sommes des vermines, les Trisolariens n'arriveront jamais à nous éliminer. En tout cas, pas complètement. Voilà, complètement. Donc voilà, c'est c'est pouf, hein. C'est pouf. Bah c'est pouf, mais non mais franchement, j'avoue que la scène où les 3 ils sont dans le champ entourés de bestioles, parce que c'est des nuées de criquets qui sont autour d'eux. Et à la fin, oui, et le dernier plan où tu les vois chacun, parce qu'ils sont tous venus avec leur bière, et en fait ils les versent. Oui. Il les verse au sol et avec un mouvement de caméra en même temps, j'ai trouvé ça super cool, quoi, super badass comme moment. Ça finit par 3 parce qu'il y a toujours chiffre 3 quelque part dans ce truc. Et il y a des magnifiques images, il y a des magnifiques musiques et c'est top. Donc si vous avez lu le bouquin, il faut voir la série qui est sur WeTV en plus. Elle est disponible gratuitement sur YouTube. Alors, je crois pas qu'il y ait les sous-titres en français, mais c'est que en anglais. Mais bon, ça va. Il y a aussi des personnes qui disent oui, mais c'est mal traduit, Enfin, je sais pas. Mais moi, je comprends pas le chinois de toute façon, donc ça change pas grand-chose. Mais non, voilà. Donc voilà, c'est bon. Voilà, faut le voir. Je serais très curieux de voir ce que va en faire Netflix. Parce que c'est tellement une histoire en slow burn, mais qui vient directement du bouquin, que je suis très curieux de ce que va en faire Netflix sur 8 épisodes, quoi. D'autant que la grosse majorité des personnages sont chinois, bon, même s'il y a quelques étrangers de temps en temps pour l'histoire, mais pas plus que ça.
Et je me demande aussi comment ils vont réussir. Alors, soit mon information est fausse et ça sera pas comme ça, mais faire 8 épisodes, je vois pas ce qu'ils vont raconter en Je sais 8 pas. épisodes. Je ne sais pas. Franchement. Non, je sais pas. J'attends. Je reste. Voilà, je n'ai pas d'avis. Je reste ouvert. On verra bien. Oui, on verra. Non, mais je sais, moi aussi, je suis. Écoute, hein, de toute Je façon. sais pas. Hmm. Bon, par contre, rendez-vous dans 4 ans pour voir la saison 2, puisque. Oui. Voilà, donc, oui, de toute façon, parce qu'ils ils ont 4 ans. C'était pas 2. Ben, en fait, je crois que c'est entre le tournage et la post-production, sachant qu'il y a les effets spéciaux. Et surtout, toi, t'as pas encore lu le deuxième livre, mais Ouais. dis-toi bien que normalement, il y aura énormément d'effets spéciaux. D'accord. Ouais, non, je savais pas que c'était 4 ans. Je pensais que c'était 2 ans. Ok, bah, écoute. Mais ça a mis On verra 4 bien, ans hein. pour être produit, la première. De toute façon, le bouquin est sorti il y a plus de 10 ans. Donc, Ils sont plus à ça près. Oui, non, mais c'est clair. Pouf, ah, voilà. Warf. Non, attends, Warf, voilà. Bah, au Hein pire, il y a toujours la version animée. Hein. Tout à fait. Mais tu m'as dit que c'était pas. C'est pas ouf, mais t'as la première version animée qui a l'air toute mignonne, que j'aimerais bien essayer de regarder quand même, si je peux. C'est celle avec des petits personnages type Minecraft, tout chou mignon. Ok. C'est chou mignon. Bah oui, c'est chou mignon. Ok. Nile Lady, est-ce qu'on a fait le tour de cette série? Bah oui, mais en fait, je suis prête à y retourner. Merci d'avoir écouté, puis on espère qu'on vous a donné envie de voir la série si vous avez lu le bouquin, et on espère avoir fait un bon retour si vous avez vu la série. Bon, alors moi, toi, t'es Dashi, et moi, je suis 10 personnes, tu sais comment elle s'appelle déjà Oui, elle, Oui, elle. la Lisbeth Salander de truc. Ok, bon bah à bientôt. Bye. Bye.时间的尽头，该说再见了吗？何须再停留？时间的尽头，春天来了，它又远走，谎言说不出口，空中的烟花，在那无人忏悔的夜，慢慢的落下。时间的尽头，海浪唱着阵阵怒吼，谁倾起了所有？最初的最后，你问我什么是自由？谁失去过拥有？空中的烟花。